Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. C'est Christian Page, il est avec nous pour nos mythes et complots. Salut. Salut Bernard. Alors là, tu nous proposes toute une liste de Écoute, sujets. il y avait de l'actualité cette semaine. C'est très intéressant. Mais là, on va commencer par les exorcistes. Oui, les exorcistes. Écoute, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur? Appelons ça comme ça. C'est un cri du cœur qui a été lancé il y a quelques jours par le père Pat Collins. C'est un exorciste de l'Église catholique d'Irlande. Et là, dans une entrevue accordée aux médias irlandais, il déplore qu'il n'y a pas assez d'exorcistes en Irlande. Et là, on parle de tout le pays. Et il dit que le phénomène de la possession diabolique est en augmentation depuis quelques années et maintenant on n'arrive plus à suffire à la demande. Donc, il manque comment on dit ça? Quelqu'un qui fait des exorcismes? C'est un exorciste. Ah, OK. Puis il pratique l'exorcisme. Voilà. OK, mais le fait de se faire exorciser, c'est un exorciste, ça? Ouais. C'est un exorciste qui procède l'exorciste va pratiquer un exorcisme sur le possédé. Et là, c'est ce que nous dit le père Pat Collins. Il dit, depuis quelques années, ce phénomène est en augmentation et on ne sait plus trop quoi faire parce que généralement, lorsque la personne se croit possédée par le diable, il va rencontrer son confesseur, son prêtre, son curé et celui-ci va généralement lui dire, écoute, va voir un psychologue ou un psychiatre. C'est généralement la première démarche. Donc, on va le retourner chez les hommes en blouse blanche parce que les hommes en blouse, en veste noire ou en robe noire ne peuvent rien pour lui. Et généralement, ces gens-là, ou bien ne seront pas accueillis favorablement par les psychologues ou les psychiatres ou n'ont pas les moyens de s'offrir ce service-là, vont se retrouver entre les mains de paranormaleux, donc des gens qui s'intéressent aux fantômes, aux phénomènes bizarres et insolites. Donc, ils se retrouvent un peu entre deux chaises, ils sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Et là, le père Pat Collins dit, il faut que l'Église réagisse. Ces gens-là ont besoin d'un support spirituel. Et là, il demande effectivement qu'on fasse, qu'on introduise davantage d'exorcismes. Il est même prêt à accueillir dans ces communautés des exorcistes qui ne seraient pas formés, qui ne seraient pas forcément des prêtres. Parce qu'il dit, il est prêt à offrir des cours pour instruire des gens, former de nouveaux exorcistes, même si ces gens-là sont des laïcs, donc des gens du public. Donc, c'est moins coûteux qu'une pratique, que de se former en psychologie. C'est moins nécessiteux que que faire de la prêtrise. Mais Christian, et comme ça, ces gens-là pourraient pratiquer l'exorcisme. OK, mais le problème, c'est-tu parce que, selon lui, il y a de plus en plus de gens possédés? Absolument. Le phénomène, dit-il, il est en forte augmentation en Irlande. Okay. Et en fait, ce que témoigne le père Collins est un phénomène qui est récurrent, en fait, à toute l'Europe et même en Amérique. Depuis quelques années, je te dirais officiellement, depuis une dizaine d'années, le phénomène de la possession diabolique est en augmentation. Alors, comment l'expliquer? Est-ce que ce sont des troubles psychologiques? Est-ce que le fait que les gens... La santé mentale. Est-ce que les gens, le fait qu'ils sont plus exposés à ce genre de phénomène via les médias sociaux? Est-ce que ces gens-là, donc des gens qui sont peut-être qui souffriraient de maladies mentales, deviendraient à se convaincraient eux-mêmes d'être possédés par le démon? C'est difficile de connaître toutes les tangentes psychosociales qui font que le phénomène semble en augmentation. Mais toi, tu crois-tu à ça? Pas du tout. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin du diable pour faire le mal. Mais c'est vrai que en plus de ça, faut pas se le cacher, le pape François, d'ailleurs le père Collins, il est un peu de cet avis-là, le pape François, en fait, il est soutenu dans sa démarche de manière à tout le moins philosophique par le pape François qui a reconnu l'existence du diable, du tourment du diable, donc que le diable peut tourmenter les fidèles et la nécessité de pratiquer de temps à autre des rituels d'exorcisme lorsque le besoin se fait sentir. Donc, déjà que le pape reconnaît l'utilité de l'exorcisme, reconnaît également l'existence du diable, ça vient supporter évidemment les allégations de Pat Collins. Ce qui est assez amusant ici. Oui. C'est que les gens disent peut-être qu'il faudrait aussi renouveler, revampirer le terme. Tu sais, quand on dit l'exorcisme, c'est très stigmatisé par des films, le cinéma. Oui, mais moi j'ai été marqué par ça, les bruits. Comment est-ce qu'elle... Celle de ce corps. Non, ça c'est Mad Dog Vachon.
Non, mais moi, j'ai été marqué Oui, par ce film-là quand elle se lève, là. Ah ouais, absolument. Linda Blair, là. Oui. Elle se lève au-dessus du lit, là. Puis là, elle tourne la tête, là, sa tête, elle fait 360 degrés, si je me rappelle bien, non? Oui, à un moment donné, elle fait Là, ça. elle fait des sons avec sa voix. Ce qui est assez amusant dans le film L'Exorciste, Linda Blair, qui avait 11 ou 12 ans à l'époque, on lui faisait réciter des textes qui n'avaient absolument aucun sens pour ensuite rajouter des voix. Et bien sûr, la voix était souvent un peu crue. Hein. Il y avait des termes un peu scabreux. Oui. Fait que là, Linda Blair disait son texte, c'était, je sais pas moi, les chevals bleus marchent bien dans le centre d'achat. Bon, mais on savait qu'au niveau de la phonétique, de la façon dont ses lèvres bougeraient, on pourrait rajouter des choses comme « La truie est à moi ». Mais ça nous a tous marqués. Ben moi, je sais pas si tu peux répondre à cette question-là, mais s'il y a des exorcistes, donc des prêtres, Oui. qui procèdent à des exorcismes, Oui. et en Irlande, il doit en avoir ici chez nous, Absolument. au diocèse de Montréal, Il y en a. là, Il y en a. Il y en a? Il y en a. En fait, dans la prêtrise, on a réintroduit depuis quelques années une formation qui s'appelle L'archidiocèse, je devrais dire. Oui. Il y a donc, dans la formation du prêtre, depuis quelques années, d'ailleurs, on l'a réintroduit, c'est qui s'appelle l'exorcista, qui permet donc à n'importe quel prêtre de pouvoir pratiquer un petit exorcisme. Le petit exorcisme, ce sont des prières de libération lorsque le sujet, le fidèle, se dit tourmenté par le diable. Mais là, évidemment, s'il y a une véritable possession, le diocèse va faire appel à des prêtres qui sont spécialisés, qui ont reçu une formation pour pratiquer un exorcisme, mais il y en a ici au Tu Québec. irais-tu, toi? Là, le père Collins, il est prêt à former des laïcs, là. Ouais, il est prêt. Hein? Ça te tente pas de t'envoler pour l'Irlande? Ouais, je pourrais me sais-tu quoi? recycler. Je pourrais me recycler. Ben écoute, En prêtre exorciste. garde bien ça, toi. Tu t'en vas en Irlande. Oui. Tu vas te former, puis tu reviens nous expliquer comment ça s'est passé, puis tu nous expliques c'est quoi tes trucs. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai que des Irlandais, le mois prochain, au mois de mars, il y en a toujours quelques-uns qui semblent posséder sur la rue Sainte-Catherine. Non, mais moi, ça dure pas longtemps. Non, mais regarde, tu vas te former, tu reviens. Moi, je fais semblant d'être possédé. Ouais. Puis là, tu procèdes à un exorcisme. Un exorcisme, oui, sur moi, en direct. Oui, oui. Un vendredi après-midi. Avec ton petit rituel. Mais oui. Puis là, tu auras le temps d'ici Je là. préfère Ouais, tu pourras pratiquer ta voix. Qui êtes-vous? La truie est à moi. Bon, on va s'arrêter. OK. Hein, parce que là, ils vont se dire, coudonc, c'est qui ces deux-là? Service Comedies! C'était Christian Page. Et son imitation de Maurice Mad Dog Vachon. On s'arrête. Dans un instant, on va parler le manuscrit de Voynich. Oui, absolument. Qui serait peut-être décodé enfin. Enfin. Par des Canadiens. Ah, oh. Alors, de retour avec Christian Page et nos mythes et complots, parle-nous de ce manuscrit de Voynich. Oui, j'en ai déjà... C'est quoi d'abord? J'en ai déjà parlé à l'émission. Ouais. J'adore les énigmes historiques et là, ça, c'en est une belle. C'est un manuscrit, en fait, qui est connu depuis 1912. Il avait été acheté par un antiquaire de livres anciens, un type qui s'appelle Wilfrid Voynich. Le type faisait le tour du monde, achetait des manuscrits, les ramenait aux États-Unis et les vendait, des livres rares et des manuscrits. Alors, il se retrouve en Italie, 1912. Il achète une collection de livres et parmi eux, il y a un livre d'à peu près 250 pages, un beau manuscrit, et il est émaillé de dessins qui représentent par exemple des plantes, des racines. On voit également des femmes dans des espèces de bassins, mais tout ça semble écrit, en tout cas lui, Voynich, quand il l'a à ce moment-là entre les mains, il croit à une écriture arabe ou quelque chose du genre. Il le ramène aux États-Unis, le montre à des confrères et rapidement, le mystère s'épaissit. On découvre que le manuscrit est écrit dans une langue qui n'existe pas. Qui n'existe plus? Une langue qui n'a jamais existé. Oh, okay. On peut, à tout le monde, on reconnaît qu'il semble y avoir des règles de syntaxe qui sont suivies, qui sont appliquées dans l'écriture. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et qui plus est, certaines des plantes ou des fleurs qui sont présentées dans le manuscrit n'existent pas et n'ont jamais non plus existé. Alors évidemment, de consensus général, l'hypothèse de départ, c'est il doit s'agir d'un manuscrit qui est fait sur un traité de botanique, mais pourquoi avoir embrouillé le texte de cette manière-là? Et depuis, faut pas se le cacher, Bernard, depuis 1912, tous les plus grands spécialistes dans le décryptage, incluant des gens de la CIA, de la NSA, des gens qui avaient travaillé sur des codes très mystérieux, très difficiles à déchiffrer, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. On pense au fameux code Enigma qui avait été utilisé par les Allemands. Tous ces gens-là se sont cassés les dents sur le manuscrit de Voynich.
Et là, voilà que peut-être l'intelligence artificielle va venir au secours des cryptographes. Vraiment? Parce que là, on a 2 chercheurs de l'Université de l'Alberta, un dénommé Greg Conrad et un autre qui s'appelle Bradley Hauer. Ces deux-là l'un est spécialisé en informatique et l'autre dans le traitement du langage. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé des algorithmes. Ils ont pris l'ensemble du texte du manuscrit de Voynich en partant du principe qu'il devait avoir été écrit au départ suivant une langue existante. Et eux, leur position de base était que c'était probablement de l'arabe. On avait pris de l'arabe, on avait recréé une sorte d'alphabet pour le coder. Ils ont fait une première tentative à partir des algorithmes. Ils ont pris notamment la Charte des droits de l'homme de l'ONU. Ça a été leur mesure de départ qu'ils ont réussi à partir de ces algorithmes à traduire en plus de 300 langues. Alors, ils se sont dit, l'algorithme est bon. Ils ont appliqué ça sur le manuscrit de Voynich. Résultat insatisfaisant. Ils ont ensuite testé l'hébreu. Okay. Et là, bang! Soudainement, quelque chose s'est produit. Il est sorti de cette traduction des semblants de phrases qui semblaient tenir la route. Ils ont pris ces documents-là, cette traduction-là, parce qu'il faut dire, il y avait plusieurs façons dont le texte avait été codé. Non seulement la langue n'existait pas, mais les lettres n'étaient pas placées dans le bon ordre. Et je vais te donner un exemple. Si je prends, eux ont dit, si les lettres avaient été replacées selon chaque mot voulait dire quelque chose, mais les lettres replacées suivant leur ordre alphabétique. Par exemple, si je prends en français le mot avion, A-V-I-O-N, oui, et que je replace les lettres dans leur ordre alphabétique, ça donne le mot A-I-N-O-V, N-O-V. D'accord. Donc, donc, eux, à partir de ces algorithmes, là, il faut vraiment de l'intelligence artificielle pour pouvoir calculer ces milliards de possibilités. Et à partir de là, sont arrivés à un texte en hébreu qui semblait faire sens, mais on était encore loin de phrases soutenues avec une sorte de cohérence. Ils ont simplement pris ces lettres en hébreu, les ont placées dans le logiciel Google Translate, qui est disponible à n'importe qui. Et là, ils ont commencé à avoir des phrases qui tenaient vraiment la route. Genre? Écoute, je vais t'en lire une. La première phrase qui ouvre le manuscrit de Voynich dit « She made recommendation to the priest, man of the house, and me and the people ». Donc, si je la traduis en français, c'est « Elle a fait des recommandations au prêtre, à l'homme de la maison et à moi et aux gens ». Donc, on a une première phrase qui semble avoir du sens. Oui, c'est ça. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, là, on n'a pas passé le manuscrit au complet, mais à partir de là, on s'est dit, on est peut-être sur la bonne voie. Donc, pour l'instant, le manuscrit conserve encore son secret, mais à partir de là, on a les bons algorithmes. Il semble qu'on ait les bons algorithmes. On a également un autre mécanisme qui est Google Translate pour aider à fusionner ces phrases-là pour leur donner sens. Et là, qui sait, peut-être d'ici quelques mois, on pourra vraiment s'assurer que les algorithmes fonctionnent et qu'on a peut-être résolu l'énigme du manuscrit de Voynich. Tu nous tiens au courant, hein? Absolument. Parce que là, on veut le savoir en premier, nous autres, là, ce que ça dit, cette affaire-là. Bon, hey! Notre ami Mike Hughes, qui a manqué sa première tentative, là, il est prêt à se lancer, là. Mike Hughes. Rappelle-nous, c'est un joli moineau, lui. Ouais, écoute, c'est un Américain de 61 ans qui a fait carrière notamment comme conducteur de limousine. Et puis là, il a décidé de se recycler dans l'aéronautique, apparemment, parce que notre monsieur Hughes, il est convaincu que la Terre est plate. Il fait partie de cette nouvelle communauté émergente qu'on appelle les platistes. Donc, parce que je sais, Bernard, tu dis, mais c'est incroyable. C'est pas possible que des gens en 2018 défendent l'idée que la Terre soit plate. Oui. C'est une espèce d'aberration, mais quoi qu'il en soit, c'est une croyance qui est de plus en plus populaire, qui gagne des adeptes. Ce monsieur Hughes... Il va-tu Trump, eux autres, ceux qui croient ça? Je sais pas, mais tu sais, le fait que Donald Trump, déjà... Non, mais c'est fake news, là. Oui, écoute, c'est... Non, mais c'est parce que la dernière fois, tu m'as parlé de ça, je t'ai dit, voyons, ils n'ont pas vu les images, la Terre est ronde. Pour eux autres, ils pensent que c'est... Mike Hughes a déclaré en fin de semaine, il dit « Notre planète est un disque entouré d'un mur de glace et la NASA, une organisation contrôlée par les francs-maçons, partisans de l'idée de la Terre ronde. » OK. Donc, fait que là, il va faire quoi? Il s'en va donc, pour donc, aller où, là? Il y avait une première tentative qu'il avait essayée en début d'année qui n'a pas fonctionné, non seulement parce qu'il a éprouvé des problèmes mécaniques. Je te rappelle que c'est une fusée artisanale qu'il a fabriquée dans son garage. Il va aller où avec sa fusée? Non, écoute, au départ, il voulait atteindre une hauteur de 550 mètres d'altitude à une vitesse de 800 km/h. 550 mètres? Ouais, si tu tombes de 550 mètres, tu te pètes la gueule, là. Oui, mais là, des gens lui ont dit, écoute, c'est pas assez haut.
Tant qu'à te péter la gueule, va plus haut. C'est pas assez haut. Fait que là, il est retourné dans son garage avec sa fusée. Okay. Il a sorti un peu sur son kit du parfait bricoleur. Ouais. Là, il a refait sa fusée au complet. Et là, il se lance demain. Mais il n'y avait pas un problème de permis, lui? Oui, il y avait d'abord un problème de permis. Donc, sa fusée ne partira plus d'une rampe de lancement un peu comme à angle, mais elle va partir de manière verticale. Okay. Donc, elle ne survolera pas des territoires qui appartiennent au ministère de la Faune, la Faune et du patrimoine. Donc, ça y avait déjà posé un problème. Là, pour l'instant... Il va être assis dans la fusée ou il est accroché après? Il est assis dans... Je sais pas. Il est assis dedans. Et là, tiens-toi bien, il compte atteindre une altitude de 35 000 pieds. Et donc, à peu près 10 700 mètres de hauteur par temps clair. Et il fait-tu un Facebook Live avec ça? On veut regarder ça. J'ai l'impression que ça ne va pas bébé, son affaire. Quoi qu'il en soit, c'est demain qui va appuyer sur le bouton. À quelle heure? Alors, il l'a pas encore annoncé. Il attend les conditions idéales. Ben, mais c'est sûr, hein? Il faut que la météo soit bonne parce qu'il va monter haut, hein? Là, il dit qu'il va partir de Death Valley en Californie. Ah. Donc, il s'installe là. Et là, il revient comment en passant? Ben, la fusée retombe avec un parachute. Et lui, toujours à bord. Ça me rappelle un type qui avait essayé de sauter le Grand Canyon à bord d'une fusée. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Ça finit comment, lui? Je pense que... C'est Evel Knievel. Écoute, le parachute s'était ouvert quand il était arrivé au bout de la rampe. Et là, ben évidemment, la fusée avait tombé dans le ravin. Bon, Evel Knievel, l'homme qui avait quoi, 9 vies, là, il a survécu à ça, mais c'était quand même un peu, c'est complètement raté, ce lancement-là. Là, c'est sûr que notre bonhomme nous fait penser un peu à ça. Le bonhomme assis dans sa fusée, faite dans son garage. Merci, bonsoir, je m'envole. Et il promet de démontrer par des photographies que la Terre est bel et bien plate. Et que parce que c'est ça l'objectif. Ah oui, l'objectif, c'est de monter assez haut pour montrer qu'elle est pas ronde. Voilà, que la Terre est plate. Fait qu'il a apporté son Kodak. Ouais. Et là, tu te dis, je sais que tu poses la question, mais pourquoi quand on monte dans un avion, on voit bien que la Terre est ronde? Tu sais, quand tu voles, par exemple, à bord d'un avion à 35 ou 40 000 pieds, on voit tu commences à voir la courbure de la Terre. Bien sûr. Alors, les platistes soutiennent que ça, c'est dû à l'effet du hublot qui donne cet effet d'œil de poisson, là, de fish eye. Ce qu'ils n'expliquent pas, c'est pourquoi l'effet fish eye ne fonctionne pas quand l'avion est sur le tarmac. Mais c'est un détail. C'est vrai, ça. Bon, Christian Page, écoute, il y a plein. Tu vas pouvoir nous parler la semaine prochaine de ce qui est advenu de sa tentative. De Monsieur Hughes, mais absolument. Oui, sans parler demain, du manuscrit. Je me syntonise là-dessus. Ah, très, très bien. Oui, tu surveilles ça pour nous. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Merci à vous, les auditeurs, pour la semaine. On se reparle, on se revoit lundi. Merci à Larry, à Maryse et à Alexandra. Salut.